Dans le domaine de l'eau, les premiers data scientists sont arrivés chez Suez dans les années 2010. Après, c'est vrai que les méthodes d'apprentissage et la puissance de calcul nous permettent de faire des choses beaucoup plus poussées depuis un certain nombre d'années dans le domaine de l'eau. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Claire Mathieu, qui est directrice Data IA chez Suez. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la gestion de l'eau et des déchets, des sujets a priori pas très sexy et pourtant ô combien indispensables dans notre quotidien à tous. Et c'est justement là que c'est très intéressant. Comment l'IA et la gestion des données s'intègrent dans la gestion de l'eau et des déchets? Qu'est-ce que ça change au quotidien dans un contexte où les questions écologiques n'ont jamais été aussi importantes? On en parle aujourd'hui. Bonjour Claire, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Bonjour à tous, tout va bien, merci. Heureuse d'être là. Merci de participer à cet épisode. Alors Claire, je le disais, Suez, c'est une grande marque, mais tout le monde ne connaît pas forcément l'entreprise dans les détails. Juste en quelques mots, qu'est-ce que vous y faites? Et toi, au quotidien, quelles sont tes missions? Alors Suez, c'est un acteur mondial dans le secteur de la gestion de l'eau et des déchets. C'est une entreprise qui a plus de 160 ans, donc ça date pas d'hier. Elle est présente dans 40 pays dans le monde et elle a 40 000 employés. Et donc, on accompagne les collectivités, les industriels dans le service de gestion de l'eau et des déchets sur tout leur cycle de vie. Et mes missions à moi sont d'accélérer l'usage de l'intelligence artificielle dans ce service. D'accord. Donc l'IA dans la gestion de l'eau, dans l'environnement, dans les déchets, c'est un vrai sujet. C'est pas quelque chose d'anecdotique, hein. Non, ce n'est plus un sujet futuriste, c'est un sujet très concret avec beaucoup d'applications dans la gestion de l'eau. On va vous en parler. D'accord. Alors, Claire, quand on parle d'IA, on parle forcément de données et dans la gestion des déchets et de l'eau, je m'interroge un peu de savoir, de quel type de données est-ce que tu disposes pour travailler et comment sont-elles collectées? Alors, ces données-là, en fait, elles viennent des usines que l'on opère, donc des usines de traitement de l'eau ou des usines de traitement de déchets. Donc, ce sont des données techniques sur le comportement des machines. Et puis aussi, on a de plus en plus de capteurs qui sont déployés sur les réseaux d'eau, et puis des compteurs qui sont déployés sur des compteurs d'eau qui mesurent la consommation en eau. Et de la même manière, on a de plus en plus de compteurs sur les bennes que l'on collecte pour nous indiquer le remplissage des déchets. Alors, de manière concrète, tu peux donner quelques exemples? C'est quoi? C'est des capteurs qu'on pose sur les tuyaux qui sont enterrés dans le sol et qui mesurent quoi? Le flux de l'eau, les risques de fuite, ce genre de choses, c'est ça? Alors, on va mesurer la pression dans les tuyaux, on a des nouveaux capteurs bien maintenant qui écoutent le bruit de l'eau, en fait, pour reconnaître le bruit des fuites. On a des capteurs qui mesurent la consommation d'énergie dans les usines et dans les déchets, on a des capteurs qui mesurent les taux de remplissage des bennes ou des caméras qui fournissent des vidéos sur les infrastructures. Alors, je suis curieux là, quand tu dis: «On écoute le bruit de l'eau pour détecter les fuites», ça marche comment? En fait, la détection des fuites, c'est un gros sujet dans le monde du traitement de l'eau parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a plus de 25% de l'eau produite qui part dans les réseaux d'eau et ça, c'est encore dans les pays où on est assez avancé dans le traitement de l'eau. Il y a des pays où on perd plus de 50% de l'eau potable dans des fuites. Et donc, un des gros enjeux, vu que l'eau se fait de plus en plus rare, ça va être de diminuer ces fuites. Et pour les diminuer, on veut les détecter plus tôt. Et pour les détecter, en fait, une fuite d'eau a une signature sonore assez spécifique. Nos experts sur le terrain la connaissent très bien. Et ce qu'on veut faire, c'est que ces capteurs reconnaissent le bruit qui est vraiment lié à la fuite d'eau, plutôt que le bruit de l'eau qui coule dans les canalisations. D'accord. Alors toutes ces données, j'imagine, sont centralisées quelque part dans un data center, un data warehouse, quelque chose comme ça. Mais ensuite, comment est-ce qu'elles sont analysées? Et surtout, qu'est-ce qu'a changé l'IA dans la gestion et l'analyse des données? Alors déjà, en effet, ces données, dans le monde de l'eau, elles sont collectées depuis plusieurs années, déjà plusieurs dizaines d'années. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus avancé dans le domaine de l'eau que des déchets. Elles Mmh. sont stockées, analysées sur plusieurs actes, en fait.
Ce qui a, les axes que l'on mène sont des axes, sur la performance, c'est-à-dire on veut faire en sorte que nos usines consomment moins d'énergie, nos usines consomment moins de réactifs. Donc toutes ces données-là sont stockées, analysées et l'intelligence artificielle va nous permettre, depuis quelques années déjà, de prédire un peu les comportements des machines et du coup, anticiper, des plans d'action pour résoudre les problèmes potentiels, dans nos réseaux. Donc ce que j'entends, c'est que vous avez pas attendu novembre 2022 et la sortie de ChatGPT pour vous intéresser au sujet de l'intelligence artificielle et de la data chez Suez, hein? Exactement. Dans l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'eau, les premiers data scientists, ils sont arrivés chez Suez dans les années 2010, donc ça commence à remonter. Après, c'est Mmh. vrai que les méthodes d'apprentissage, et la puissance de calcul nous permettent de faire des choses beaucoup plus poussées, depuis un certain nombre d'années dans le domaine de l'eau. Dans les déchets, D'accord, c'est beaucoup plus récent parce qu'en fait, capter des données sur les déchets, c'était pas très courant, jusqu'à maintenant et ça l'est de plus en plus. d'accord, et dans les déchets, même question, c'est quoi les données? Donc c'est quoi le taux de remplissage des poubelles, des bennes, des incinérateurs, ce genre de choses, c'est ça? Alors en fait, je vous explique le pourquoi, parce qu'on fait pas de l'IA, juste pour la beauté de la techno, hein. Dans le domaine des déchets, il y a un vrai, changement de paradigme aujourd'hui. On veut valoriser le plus possible les déchets qu'on va collecter, c'est-à-dire les recycler ou alors faire de l'énergie avec ces déchets. Mais et ça, c'est un vrai changement, dans ce domaine-là. Et donc pour faire ça, jusqu'à maintenant, on avait des idées très macro, des tonnages, c'est-à-dire, une ville, génère X tonnes, par an et ça rentre dans nos usines, très macro. Mais aujourd'hui, si on veut les valoriser, ces déchets, c'est-à-dire, soit les recycler, soit les brûler et en faire de l'énergie, on a besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Donc connaître la matière plus précisément, pour savoir où la diriger. Et donc, il y a beaucoup de projets qui nécessitent des données visuelles, sur, les typologies de déchets qu'on a. Donc ça, c'est une grosse partie des données qu'on a maintenant. De plus en plus, c'est des images et des vidéos de ce qui rentre et ce qui sort de nos usines. Et ensuite, on a des données comme pour toutes les usines, allez, on va dire, 3.0. On n'est pas encore au 5.0, dans ce domaine-là. Et donc, ce sont des usines, des machines qui trient, les machines qui séparent la matière, les machines qui recyclent. Ces machines-là, elles consomment de l'énergie, elles vibrent, elles, se bloquent et donc on a des données sur ces machines-là. D'accord, et donc tu parlais de, mesurer la répartition des déchets. Ça veut dire que vous avez des caméras sur les tapis roulants où circulent les déchets et vous êtes en mesure de dire, ça c'est recyclable, valorisable, ou pas, c'est ça? Voilà, c'est ça l'idée. Donc, par exemple, à en entrée dans l'incinérateur, on a des projets d'innovation aujourd'hui. Ils sont pas encore déployés largement, mais ils sont en cours d'élaboration Mmh. pour détecter si, on apporte, aux incinérateurs des déchets qui n'ont rien à faire là, comme, des cartons qui devraient être recyclés. Donc maintenant, avec des caméras, on va pouvoir dire: «Bon, mais là, vous apportez pas la matière que vous devriez apporter, celle-là, elle devrait aller dans un centre de recyclage». Et ça donne des informations qu'on n'a jamais eues vraiment avant, de manière aussi précise. D'accord, donc toi, je le disais en guise d'introduction, tu es, directrice data et IA. Ça consiste en quoi ton job, tes missions? C'est quoi? C'est imaginer le futur de l'IA au sein de Suez, mettre en place des projets IA, c'est ça? Oui, en fait, je travaille déjà dans une entité qui s'appelle Digital Solutions, qui développe des solutions digitales pour les exploitants. Donc ces solutions de détection de fuite, d'optimisation d'usines et cetera. Et donc, mes équipes développent, heu en collaboration avec les équipes innovation qui, elles, réfléchissent vraiment au métier de demain, dans ces domaines-là, mes équipes développent les algorithmes qui vont être intégrés dans ces produits. Donc, des algorithmes qui sont développés, pour des usines, aussi bien de traitement de l'eau que des déchets, donc très variés. D'accord, donc le but, c'est consommer moins d'eau ou en tout cas réduire les fuites pour, éviter les pertes, mieux valoriser les déchets, ce genre de choses, hein? En fait, le but, c'est les enjeux autour de la transition écologique, hein, préserver la ressource en eau, premièrement. Deuxièmement, optimiser nos machines, nos usines pour qu'elles consomment moins.
d'énergie, de produits chimiques. Donc, et faire en sorte qu'on trie mieux, faire en sorte qu'on recycle plus. Tous les enjeux de Suez, l'IA, a un volet, pour y répondre. D'accord. Suez, donc évidemment présent en France. Est-ce que vous êtes également présent à l'international ou est-ce que, toi tu et quelles sont un peu les bonnes pratiques que vous repérez, sur d'autres marchés que la France? Alors oui, on est présent, à l'international, on a des pro des bureaux en Australie, en Chine, en Afrique du Sud, donc on travaille avec des équipes, du monde entier. Dans le domaine de l'IA, mon équipe est en charge de d'animer cette communauté, du groupe. Donc j'imagine que les bonnes pratiques, les algorithmes que vous développez en France peuvent être utilisés en Australie, en Afrique du Sud ailleurs et vice versa? C'est le but, ouais. Le but, c'est une D'accord. mise en commun et cette communauté, IA, elle a 6 ans maintenant et on c'est vraiment une des principales missions de mon équipe, c'est d'animer cette communauté pour qu'on partage, les bonnes pratiques, les algorithmes. On a développé une plateforme, de collaboration d'usage de l'IA, elle s'appelle Codei et pour qu'on développe ensemble et qu'on partage, tout ça. D'accord. Alors on entend dire parfois que l'IA peut prédire l'avenir, qu'elle est capable avec les bonnes données d'anticiper des événements, voire des comportements. Est-ce que c'est aussi le cas dans la gestion de l'eau et la gestion des déchets? Est-ce que, je sais pas, si tu as une canicule en été, logiquement, tu vas avoir plus de consommation d'eau, donc plus de risques de fuite ou plus de consommation de déchets quand tu as un, je sais pas, un événement sportif, les gens vont boire plus, manger plus et donc plus de déchets vont partir, à la poubelle, ce genre de choses? Oui, en fait, alors, on ne prévoit pas, l'imprévisible, hein, comme les événements, d'inondation à Valence ou ce genre de choses, mais en fait, on peut, grâce à l'IA, établir des scénarios de comportement de nos usines, des réseaux, et cetera, en fonction des événements climatiques. Donc, quelque part, on peut prédire le comportement des infrastructures en fonction des impacts, climatiques. Ça, c'est déjà des choses qui sont réalisées, chez Suez. Et au quotidien, ça change quoi alors? Si vous êtes en mesure de dire que dans une semaine, il va y avoir une canicule ou au contraire, un événement climatique? En fait, ça aide, les collectivités à se préparer au mieux à ce type, de d'événements, à préparer au mieux les interventions, en fait, c'est vraiment un outil qui les aide dans la planification et même dans la planification du long terme, hein, c'est on ne travaille pas que sur les prochaines, semaines, mais aussi sur les années à venir en utilisant les scénarios du GIEC, et les scénarios plus précis sur les impacts climatiques dans les régions pour comprendre ce que ça va changer sur les infrastructures. D'accord. Alors moi j'habite, au Canada depuis plus de 10 ans, mais je me souviens qu'avant de partir, de quitter la France, il y avait un sujet sur les compteurs connectés, qui sont aujourd'hui très largement déployés, je crois, et ça vous donne accès à une mine de données. Est-ce que ce sont des données qui peuvent être utilisées pour entraîner des algorithmes et quels sont les usages que vous faites avec ces données et qu'est-ce que ça a changé, la mise en place de ces compteurs connectés? Alors franchement, ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, chez Suez, on a à peu près, 7 millions de compteurs d'eau connectés. C'est un des plus gros, parcs, heu, de compteurs dans le monde et en fait, ce que ça change, c'est qu'avant, on avait une information sur la consommation qui était liée à la relève, à la main de votre index, de votre compteur d'eau. Donc on avait des informations sur la consommation tous les 6 mois, voire 1 an. Là, on a la donnée en quotidienne, c'est pas du temps réel, mais presque et donc on utilise ces informations-là pour, détecter des comportements anormaux, des choses qui sortent de l'ordinaire, souvent des fuites, on appelle ça les fuites, après compteur et donc ça permet de prévenir l'usager qu'il y a quelque chose qui se passe, mal, dans les tuyaux et qu'il va falloir faire intervenir quelqu'un rapidement. Donc ça permet de faire intervenir des personnes beaucoup plus rapidement et d'avoir une compréhension beaucoup plus fine des mécanismes de consommation, dans les municipalités, que ce soit, des municipalités très touristiques. Ça va permettre aussi d'anticiper justement cette ressource en eau parce qu'on a les données très fines sur, la consommation et les profils de consommation. D'accord et j'imagine que vous n'avez pas un technicien qui regarde les 7 millions de compteurs, donc il y a forcément, des systèmes d'IA, des algorithmes, c'est ça derrière? Oui, tout à fait, ce sont des algorithmes qui ont été entraînés et qui sont
qui sont entraînés pour détecter ces comportements dits anormaux. Alors, on parle beaucoup d'IA depuis la sortie de ChatGPT, mais en réalité, l'IA existe depuis très longtemps. Vous, au quotidien, qu'est-ce que ça a changé, notamment dans la manière de travailler des équipes de Suez sur le terrain? Est-ce que les agents sont équipés d'outils, de capteurs, de données pour mieux travailler ou travailler plus efficacement? En fait, c'est les outils qu'on développe, les outils digital solutions, donc ce sont des outils digitaux d'abord, hein, avant d'être des outils, IA. Ce sont des outils digitaux qui intègrent des briques, d'IA, pour, les exploitants et pour les gens de terrain. Bah, c'est l'exemple que vous m'avez cité sur la détection des fuites après compteur. Les algorithmes font des alertes, donnent ces alertes aux exploitants et aux équipes opérationnelles qui vont pouvoir aller intervenir. C'est la même chose, dans les usines. On peut détecter, une dérive, sur une machine qui va faire que l'usine va se bloquer. On va alerter avant que, la casse arrive. Donc ça, c'est un gros changement pour les équipes opérationnelles. Donc il y a une partie maintenance prédictive avec l'IoT et puis, l'IA et puis il y a une partie sur, mieux gérer, anticiper les éventuelles, fuites, Ça et puis gérer les plans à long terme sur les évolutions climatiques et donc ça, c'est un énorme sujet, pour les collectivités. Anticiper, l'avenir, et les actions à mener et le coût que ça aura d'ailleurs ça aide aussi à prioriser les actions, de remplacement des tuyaux. Par quel tuyau on va démarrer? Par celui avant, on se disait: «Bah, on va remplacer le tuyau le plus âgé, c'est tout». Bah, aujourd'hui, grâce à ces données, on va dire: «Bah, on va remplacer, celui qui est le plus usé», parce qu'on sait qu'avec, l'eau qui coule, le débit, la qualité du sol et cetera, il va se dégrader beaucoup plus vite qu'avant. Donc, on va donner des indications aussi dans la planification des renouvellements d'infrastructures. Alors, les interlocuteurs de Suez, j'imagine que ça va être donc les municipalités, les maires, les communautés de communes, voire peut-être les conseils, départementaux. Quand vous leur parlez d'IA à tous ces gens-là, à tous ces décideurs, qu'est-ce qu'ils disent et quelles sont leurs réactions? Et bien, en fait, ils sont de plus en plus intéressés. Bah, c'est le changement qu'on voit avec l'arrivée de ChatGPT, hein. C'est que, ça met en lumière, les travaux qu'on a menés depuis des années sur de l'IA, traditionnelle et donc ça fait que on est de plus en plus sollicité pour aller expliquer quels vont être les métiers de demain et justement, quelles sont ces applications, comment ça va les aider et donc ça a réellement changé depuis 2 ans. Alors justement, si on se projette un peu dans le futur, Claire, qu'est-ce que l'IA pourrait faire qu'elle ne peut pas encore faire aujourd'hui dans le cadre des métiers de chez Suez? En fait, je pense que, à l'avenir, on aura une vision très, très précise de la disponibilité de la ressource et du mais ça, c'est pas que l'IA, c'est le c'est le partage de données et le fait qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui peuvent dire, hein, avec l'impact du réchauffement climatique, si les nappes, elles vont être, vous le voyez déjà, il y a des cartes sur l'état des nappes, et l'état de l'eau, à l'échelle nationale. Bah, en fait, avec ces outils-là, on pourra faire, des jumeaux numériques, nationaux, voire, mondiaux sur la disponibilité de l'eau. Ça, c'est à condition que tout le monde se partage les données et qu'il y ait un consensus là-dessus. Mais, on pourrait mesurer, évaluer, prédire, la ressource, si on en a assez, comment on va et quelle stratégie on pourrait mettre en place si on en arrive à en manquer. D'accord, donc un jumeau numérique, juste pour expliquer à nos auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec le terme, c'est une représentation numérique en 3D d'un objet physique et qui permet de tester, d'anticiper éventuellement les remplacements, les risques de bris, les interventions à faire dessus et cetera. Et ça, cette question des jumeaux numériques, vous en parlez? Vous en avez déjà? Vous avez des villes, des canalisations représentées en numérique? Oui, tout à fait. De plus en plus, on a des représentations en 3D des canalisations et pour l'instant, on n'en est pas encore à avoir une carte complète, mais on travaille vraiment sur ces sujets-là. C'est important d'avoir ça, de les coupler avec les données des capteurs, déjà déposés sur les canalisations, par exemple, et travailler sur des algorithmes. C'est vraiment,
des sujets, très développés en ce moment, dans nos Bah, puis c'est un travail en continu parce que des canalisations, j'ai pas le chiffre en tête, mais j'imagine ça doit représenter des millions peut-être de kilomètres de canalisations en France? tout à fait. Donc ça veut dire que tous les jours ou presque, vous, ajoutez des nouveaux capteurs à des nouvelles canalisations? En fait, c'est maintenant ces outils-là arrivent avec les nouveaux contrats, d'exploitation des réseaux existants. Donc petit à petit, ces cartographies deviennent de plus en plus, présentes, oui, heu, dans nos outils. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question. Je me demandais si tous les territoires en France étaient, aussi intéressés par le sujet. Est-ce que, ce sujet des jumeaux numériques, de la data, de l'IA, par exemple, c'est plus l'apanage des grandes villes, des grandes métropoles? Ou est-ce que aussi dans les petites communes rurales, vous en parlez, vous avez pas de difficulté particulière à faire passer le sujet? Les événements climatiques, récents dans la France entière et je pense que c'est dans le monde entier, hein, parce que quand, j'étais dans un forum, mondial de la gestion de l'eau, on a entendu parler des gens en Californie, aux Philippines. On a à peu près tous les mêmes sujets, même si c'est pas les mêmes événements. Les événements de sécheresse qu'on a connus en 2022 et les épisodes, marquantes, d'inondations qu'on vient d'avoir, sur le territoire font que, tout le monde est concerné aujourd'hui. Donc tout le monde se demande, quels sont les outils qui vont pouvoir nous permettre, d'anticiper. Donc ce n'est plus que les grandes villes qui s'en préoccupent, mais vraiment, la plupart des la plupart des communes qui sont déjà impactées par le changement climatique. Si demain on te donne carte blanche pour, mettre en place un projet d'IA chez Suez, sans contrainte budgétaire, sans contrainte technique, qu'est-ce que tu aurais envie de lancer? Alors moi j'aimerais bien, aujourd'hui donc, on a des visions de ce qui rentre et ce qui sort comme déchets dans nos usines, mais les jumeaux numériques dans les usines de traitement des déchets, c'est encore, très c'est pas très développé. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est la cartographie des échanges de déchets entre les territoires, ce qui rentre dans les usines, ce qui part, ce qui est recyclé, en fait, avoir le cycle de vie au niveau d'un pays, de la bouteille de coca que vous venez de jeter dans votre poubelle jaune. Aujourd'hui, on la maîtrise pas assez parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents. Et donc après, Mmh. ensuite, prédire, si les usines vont être, trop chargées ou pas, où est-ce qu'on devrait envoyer les déchets plastiques pour qu'ils soient mieux recyclés. Donc avoir cette vision, globale des flux, de déchets, ça nous permettrait de mieux maîtriser leur traitement et ça serait ouais, je pense pas que j'arriverai à le faire, demain, mais peut-être après-demain. C'est quand on voit, vous avez vu récemment heu, le forum pour la protection de l'océan, il y a que 9% des plastiques aujourd'hui qui sont recyclés. Donc tout le reste finit dans la mer, hein, tout le reste finit dans l'eau. Donc si on pouvait avoir une vision précise de ce qu'on produit et de ce qu'on traite et où ça part et ensuite, voilà, pouvoir avoir une prédiction de tout ça et anticiper nos plans de traitement des déchets, ça serait un beau projet. D'accord, effectivement, beau projet. Et selon toi, quels sont les grands défis pour intégrer efficacement l'IA dans ce projet dont tu viens de parler ou dans la gestion des ressources naturelles comme l'eau? Quels sont les obstacles auxquels tu fais face au quotidien? Les obstacles, d'abord technologiques, hein, il y a des pas mal de avoir des capteurs et avoir des données, de bonne qualité, il faut pouvoir les récupérer, il faut des infrastructures réseau, qui fonctionnent Mmh. et qui soient, sécurisées. Donc le frein technologique, cyber, réseau est assez important. Et après c'est des moyens, si on veut, créer des jumeaux numériques de toutes les installations, c'est coûteux et donc ça nécessite aussi des nouvelles, et le dernier, c'est l'expertise. Il faut des nouvelles expertises, dans ce domaine, couplées avec des expertises sur le métier dans le domaine de l'eau et des déchets. C'est quand même un Mmh. sacré challenge. Qu'est-ce qui te plaît dans ton travail? Pourquoi tu te lèves le matin pour aller travailler chez Suez? Alors moi, ce qui me plaît, bah, c'est d'apprendre au contact, des experts, de l'eau et des déchets. En fait, on est dans une entreprise, de passionnés, de l'environnement aussi. C'est des gens engagés qui veulent, protéger la planète et les ressources, précieuses. Donc moi, c'est ce que j'aime bien, c'est être au contact des gens de terrain qui travaillent un peu dans l'ombre, hein, pour faire en sorte qu'on ait de l'eau propre à notre robinet et que pas de déchets dans nos rues.
Donc c'est ça qui me motive, réellement. D'accord, parfait. Merci. Oh, peut-être une dernière question, parce qu'on a beaucoup parlé d'IA, mais pas tellement d'IA générative. Est-ce que c'est un sujet chez Suez et comment est-ce que vous l'intégrez, si c'est le cas, au quotidien? Eh bien, l'IA générative, on y va pas à pas. C'est-à-dire qu'on a monté un programme, d'exploration de l'usage de l'IA générative au sein de Suez. On a décidé de prendre une année, bon ça fait une année et demie qu'on explore, les usages, et en même temps qu'on les explore, on a construit, une gouvernance et un socle technique pour pouvoir intégrer ces technos, là, dans le futur, en toute sécurité. Donc on est en train de Mmh. construire des programmes de formation pour nos employés et tester les cas qui marchent, un peu dans tous les domaines. Donc on y va doucement, on fait pas des annonces, d'ouverture, à un large public, mais par contre on avance de manière, certaine et avec prudence sur ces outils. Donc j'imagine que c'est quoi? C'est gestion des bases de connaissances, ça envoie des Exactement. communications avec les clients, les prospects et cetera, c'est ça, hein? C'est ça, c'est ça. D'accord, OK, parfait. Toi qui travailles dans la data et dans l'IA depuis très longtemps, est-ce que tu as été surprise à la sortie de ChatGPT? Est-ce que tu l'avais vu venir et qu'est-ce que tu as pensé quand tu as commencé à l'utiliser? Ah oui, j'ai été surprise moi, j'ai été surprise de l'application, dans le monde de l'entreprise, en fait. Parce que personnellement, je l'ai adopté super vite, hein, pour aider mes enfants à faire leurs devoirs. C'est allé assez vite, mais je pensais pas que l'adoption dans les entreprises irait aussi vite. Voilà. Donc on a été surpris, mais on a travaillé, rapidement à mettre un cadre pour, l'utiliser dans l'entreprise. D'accord, parfait, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Claire. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle de Gina Gula-Minez, qui est consultante en transformation numérique, gouvernance, gestion des risques IT et professeure associée à l'université de Paris-Dauphine. Avec Gina, on a beaucoup parlé de la place des femmes dans le monde de la tech. Je me souviens plus exactement de sa question, mais on va l'écouter ensemble et je te laisse y répondre. Quelle serait la compétence humaine qui deviendrait, la plus précieuse à l'ère de l'IA généralisée et pourquoi? Alors la compétence humaine, eh bien, c'est pour moi, le travail d'équipe et l'écoute, de l'autre, passer moins de temps à faire des tâches, automatiques qui vont être gérées par, ChatGPT. Ça va nous permettre, de passer plus de temps avec nos experts, comprendre, plus en profondeur ce qu'ils font, les écouter et travailler avec eux de manière beaucoup plus empathique que si on déployait un outil, simplement un nouvel outil techno. Et pour faire le lien avec l'épisode de Gina, justement, on parlait de la place des femmes dans le monde de la tech. Est-ce que, toi, tu dirais que ton parcours, c'est un peu un long fleuve tranquille ou est-ce que tu as eu aussi rencontré des difficultés, des challenges, en tant que femme dans le monde, de la data, du numérique, de la tech, au cours de ta carrière? Je dirais que non, ça a pas forcément été un long fleuve, tranquille. Il a toujours fallu se battre pour faire sa place dans des équipes, parfois, 100 masculines, hein. Moi, j'ai démarré dans une équipe où il y avait pas de femmes et j'étais la première, à travailler la Mmh. nuit, sur des systèmes, télécoms, et donc non, c'était pas si simple, mais j'ai quand même l'impression que ça le devient, de plus en plus, au moins dans le domaine dans lequel je travaille. Moi, je tiens à ce qu'il y ait beaucoup enfin une parité dans les équipes, et dans mon équipe, on est quasiment à 40 de filles, là. Alors c'est pas 50, mais j'y veille. D'accord, donc ça veut dire que dans les data analysts, dans l'équipe tech, IA, vous recrutez, quasiment autant de femmes que d'hommes? OK. Et ben, j'essaye en tout cas. Je m'y D'accord. efforce. OK, parfait, très bien, bah, merci. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Bah, c'est marrant parce que c'était le but de ma question, c'était sur la parité, homme-femme, donc tu pas très original. Mais ma question c'est, est-ce que vous arrivez à avoir une parité, dans vos effectifs, tech, entre les hommes et les femmes? Parfait, très bien. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup de ta participation. Claire, je rappelle que tu es directrice data IA chez Suez. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous.
Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.